Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Sophie a pris de nombreux chemins de traverse et c'est justement ça qui rend son parcours, son expérience et son interview d'autant plus riche et captivant. Mais commençons par le commencement. Sophie a démarré sa carrière dans la publicité en tant que chef de pub. C'est d'ailleurs durant cette expérience qu'elle a l'occasion de renouer avec sa passion d'enfance, l'écriture. Après plusieurs années en agence, puis dans le service communication chez un annonceur, elle saute le pas et se lance à son compte dans l'écriture de livres pour enfants. Métier exaltant, mais finalement très compliqué et très codé. À la suite de pas moins de 15 livres rédigés en moins de 5 ans, et à 42 ans, comme quoi il n'y a pas d'âge pour apprendre et se remettre encore en cause, elle suit une formation au CEEA, le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, et devient scénariste, notamment pour des séries télé. Mais évidemment, vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête bien sûr pas là. Un jour, elle écrit un projet de comédie romantique qui lui permet de faire la rencontre d'Ariane, puis de Julien Cafaro, qui vont lui ouvrir la porte d'un nouveau monde, celui de l'écriture des pièces de théâtre. Sophie nous décrit pendant l'interview toutes les étapes de ce long processus personnel qui permet l'écriture, je parlerai même de gestation d'une pièce de théâtre. Ce très beau bébé conçu à plusieurs mains, où chaque regard de l'auteur, du metteur en scène, des comédiens va venir enrichir ce fabuleux projet. Elle vous décrira tous les doutes, tous les bonheurs qui l'habitent et la nourrissent au quotidien depuis des années. Sophie, vraiment je te remercie pour cette belle leçon de vie qui, j'en suis sûre, parlera à tous, que vous ayez envie ou non d'être auteur. Merci à toi pour ton temps très très précieux. Allez, place à l'interview. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Alors, un petit 5 étoiles plein les yeux. Le partager aussi à votre entourage. Et puis n'oubliez pas aussi que vous pouvez nous inviter à découvrir un métier méconnu en laissant un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur le compte Instagram. Allez, c'est parti! Bonjour Sophie. Bonjour Julie. Merci d'avoir accepté cette rencontre. Et d'ailleurs, merci aussi à Amélie, puisqu'elle nous a mis en relation. Bah oui, voilà. Tout c'est grâce à elle. Très sympa. Voilà, Sophie, je suis ravie de t'interviewer. En fait, il y a quelques jours, on s'est eu au téléphone. Tu m'as raconté un peu et décrit ton parcours. Il a été assez multiple. Tu m'as expliqué qu'en fait, tu avais pris des chemins de traverse, que tu avais ouvert des portes, qu'il y en avait d'autres qui avaient été plus compliquées et que c'est pas grave, tu avais persévéré, que tu avais continué. Et justement, moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que les gens qui nous écoutent peuvent être motivés aussi de voir que n'est pas forcément toujours tout le plus simple. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on essaye de voir ensemble, tu vois, comment il y a eu des ponts entre chacune de ces expériences. À quel moment tu as ouvert les portes, à quel moment tu as rencontré des personnes qui t'ont ouvert des opportunités. Parce que je trouve que la vie, elle est faite de ça, justement, et que notre parcours, il n'est pas linéaire. Et quand il est trop linéaire, parfois, il est super enfermant. Donc c'est aussi un peu, pas triste, mais pas toujours très épanouissant. Donc voilà. Ce que je t'avais dit aussi au téléphone, c'est qu'on va à la fois discuter de ce parcours qui t'a amené jusqu'à ton métier d'aujourd'hui. Et puis après, évidemment, on va pas mal parler aussi de ton métier. Celui qui t'occupe aujourd'hui. D'accord. Ok. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'avais parlé de 2 petites questions d'introduction faites au podcast. La première est plutôt perso, puisque je t'avais demandé en fait de réfléchir à un bouquin ou une pièce de théâtre ou à un film que tu aurais pu voir récemment et qui t'a plu, qui t'a marqué, dont tu as envie de nous parler. Alors, je vais parler du théâtre. Bon, je me doutais un peu, c'est pour ça que j'ai ouvert au théâtre aussi. J'ai vu à Avignon, pas cet été, puisqu'il n'y avait pas d'Avignon, mais l'été d'avant, une pièce qui s'appelait Nos vies parallèles, qui est une
pièce dont je n'avais absolument jamais entendu parler. J'y suis allée comme souvent, je vais au théâtre totalement à l'aveugle en me disant j'ai 1h20 devant moi. Si c'est chouette, tant mieux. Si c'est pas chouette, tant pis, mais tant mieux quand même, j'aurais passé un bon moment parce que j'adore le théâtre. J'adore voir les acteurs. Et donc, je suis allée avec ma fille voir cette pièce. Et on est ressorti de là, mais à l'envers, totalement à l'envers. C'est une pièce magnifique sur la relation d'un jeune homme à sa mère, sur l'amour d'un enfant à sa mère, sur l'amour d'une mère à son enfant, sans tomber dans le pathos, etc. Et cette pièce a été, je pense, l'une des pièces qui m'a le plus bouleversée. Pour l'instant, elle ne se joue pas à Paris, mais alors j'invite tous ceux qui m'entendent, le jour où ils voient passer cette pièce, Nos vies parallèles, de courir, c'est un très beau moment d'émotion. Et quand tu y es allée, là, tu n'avais pas lu ni rien, aucune critique. Je suis allée totalement neutre. Totalement neutre. En fait, on était à la pièce d'avant et ma fille me dit « Regarde, maman, les gens, ils ont l'air tout à l'envers. Quand ils sortent de la pièce, on devrait y aller. » Et comme moi, j'écoute ma fille parce qu'elle a souvent de bonnes idées, on s'est mis sur la pièce tout de suite après. Et effectivement, c'est une pièce qui m'a émue. Je crois que c'est les plus beaux moments, c'est quand tu t'attends à rien. Exactement. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a un effet inverse. Mais moins le théâtre parce que j'y vais moins souvent, je connais moins. Ouais. Mais j'avoue que le cinéma, quand il y a trop de critiques, tu entends trop parler d'un film de par ton entourage ou parce que tu as vu des bandes annonces ou des trucs comme ça, au bout d'un moment, en fait, même s'il est bien, t'es quand même déçu. Exactement. Parce que tu t'es déjà projeté, t'as déjà dans tête un truc et c'est pas forcément ce à quoi tu t'attends. Exactement. Donc t'es souvent déçu. Alors que quand t'arrives neutre sur un film, là, je parle d'un film parce que c'est plus ma culture, mais c'est vrai que tu peux être bouleversé, quoi. Mais et c'est les plus grands moments d'émotion, quoi. En plus, on a l'impression d'être un peu les pionniers parce qu'on n'en a jamais entendu parler. On se dit, là, j'ai découvert une pépite, un truc juste pour moi, qui après va trouver son chemin et son public, etc. Mais l'idée d'être comme ça, les premiers à découvrir Et le fait de découvrir une pièce, découvrir un livre, découvrir, je sais pas, des artistes dans la rue, des choses comme ça, c'est un côté très, très jouissif, je trouve. Ouais, ou aussi, c'est pareil en musique, je trouve les avant-premières de concerts, ça peut être assez magique. Ça n'enlève rien à tous les autres artistes qui sont connus. Mais c'est cette espèce de jouissance très personnelle de la découverte, en fait, qui m'a beaucoup plu. Bon. Voilà. Bon, super. Bonne entrée en matière. Merci. La deuxième question était là plus par rapport à ton métier. Et si tu avais une anecdote qui t'était arrivée ou qui t'a marqué, qui t'a ému, qui t'a fait rire. Enfin bon, voilà. J'en ai une. Je vois tes yeux pétiller. Je pense qu'elle va être pas mal l'anecdote. J'ai longtemps réfléchi, mais j'en ai une. En fait, quand j'ai été... après ma formation de scénariste, j'ai eu mon premier projet qui a été optionné tout de suite au sortir du CEA. Et donc, il m'a fallu un agent d'urgence. Et évidemment, les grands agents de la place de Paris répondaient même pas à mes appels. Et puis un jour, j'appelle une agent et j'ai un rendez-vous. Sa secrétaire me donne un rendez-vous. Donc moi, j'étais carrément euphorique. Et donc j'arrive chez cet agent et on me fait attendre. Et puis finalement l'agent arrive et elle me regarde avec un énorme sourire. Enfin, je me suis dit, mais c'est formidable d'être accueillie comme ça, etc. Est-ce que c'est moi qu'elle regarde? Tu regardes oui, derrière. c'est ça. Enfin, je trouvais qu'elle était absolument adorable, charmante, enfin bref. Et puis très vite, elle me dit j'adore le travail de votre maman. Alors là, je l'ai regardé quand même un petit peu bizarre, puis je me suis dit, mais ma mère ne travaille pas. Donc Et en fait, elle m'a pris pour la fille de Michel Cotta, qui est aussi scénariste. Mais...
Bon, autant vous dire que le rendez-vous s'est très bien passé parce qu'elle m'a quand même prise à la fin. Oui, parce qu'elle aurait pas été voilà. maladroite au point de dire « Ah, d'accord, bon, ben merci, en fait, finalement, je suis plus dispo. » Non, mais elle s'est occupée de moi pendant quelques années et on a travaillé ensemble, etc. Mais l'entrée en matière était tellement drôle que j'en garde un souvenir assez ému. Et tu devais être gênée, non? Non, ça m'a amusée parce que D'accord. c'est pas la première fois que ça m'arrive, comme je m'appelle Cotin. Je ne suis pas de la famille de Camille Cotin non plus, ouais, la question ni de qu'on peut se Stéphane poser. Cotin, qui est... Mais bon, nous sommes 3 Cotins, voilà. Un jour, j'ai une de mes tantes qui travaillait à TF1 il y a de ça une vingtaine d'années, elle est maintenant à la retraite, et je l'ai appelée. Et donc, au standard, on me dit « Ne quittez pas, je vous passe Mme Cotta ». Et je suis tombée chez Michel Cotta, effectivement, qui à l'époque travaillait à l'information de TF1. On a souvent je dois mal prononcer mon nom, Cotin, oui. Et en fait, souvent, on entend Cotta. Et donc, on me prend pour la fille de Michel écoute, Cotta. Ça t'a permis de rencontrer l'agent, donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Bon, on la remercie, du coup. On la remercie beaucoup, oui. Merci Michel Cotta. Voilà. Bon, mais ça peut être utile. Bon, Guertin, il n'y a pas d'autre nom, hein, donc ça peut pas trop marcher. Mais bon, ouais. Bon voilà, okay. C'est Autant une anecdote en profiter, rigolote qui m'a quand même ouvert des portes, mine de rien. Et je remercie mon agent de l'époque de ne pas avoir... Oui, de ne pas avoir fait la goujatte et de te dire bon bah merci. Et de s'être occupé de moi surtout. Ouais. Voilà. Bon bah voilà. Super. Ok. Avant d'arriver à ton métier d'aujourd'hui, alors je te préviens, j'ai 1 milliard de questions que je me suis listées. Ouais, non, mais on va y aller doucement, mais parce que je connais pas du tout. Donc du coup, je vais avoir sûrement peut-être des questions très naïves. Tu vas peut-être y répondre au fur et à mesure, mais voilà, je me suis listé plein de trucs. Je suis très curieuse. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on revienne un peu justement sur tout ton parcours. Ouais, je commence où, à la maternelle? Ouais, enfin là où ça te paraît utile, quoi. Mais voilà, tout ton parcours qui t'a amené jusqu'à faire ce métier-là aujourd'hui. Donc voilà. Alors, après le bac, j'ai fait des études de publicité. Je suis rentrée en agence de publicité en tant que commercial et chef de pub. À l'époque, on appelait ça chef de pub. Ouais. J'ai aujourd'hui 54 ans, donc je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Connaître. J'ai travaillé assez longtemps en agence de publicité où je me suis d'ailleurs éclatée. On faisait des très belles campagnes. C'était vraiment chouette. Tu bossais dans quelle agence? J'ai travaillé essentiellement pour l'agence Colette. Jean Colette était un des publicitaires des années Séguéla, etc., qui était un publicitaire remarquable et que j'ai adoré. J'ai adoré travailler pour lui. Voilà, donc j'ai tout appris de ce monsieur, la rigueur et le travail en l'occurrence, et beaucoup de travail. Et j'aimais bien dans ce métier la double casquette qui était à la fois une casquette commerciale et une casquette créative. Je trouvais que c'était pour moi l'idéal. Parce que j'ai quand même un côté... je ne suis pas l'artiste perché, comme on pourrait l'imaginer. J'ai un côté très terre-à-terre. Et donc, ça me convenait parfaitement. J'allais voir les clients, on parlait de leur campagne, de ce qu'on pouvait changer, etc. C'était super. Ça m'allait comme un gant. Et les années ont passé, et évidemment j'ai eu une envie d'enfant, j'ai eu un enfant, et là je me suis dit, bon, la vie d'agence c'est pas possible. Parce le rythme, ça équivaut à travailler 10-15 heures par jour, on rentrait tard le soir, on avait des charrettes les week-ends, enfin bon, c'est la vie d'agence, quoi. La vie d'agence, quoi. Après, moi j'aimais ça, hein, il faut être honnête. Et donc là, je me suis dit, bon, maintenant il faut que tu passes à quelque chose d'un peu plus rangé. Donc je suis partie, ce qu'on appelle chez l'annonceur. Et donc là, je suis rentrée au Crédit Mutuel, où je me suis occupée de la communication des assurances du Crédit Mutuel pendant quelques années. J'y ai passé un peu moins d'une dizaine d'années. Et là, j'étais à l'aube de mes quel âge ? De mes
35 ans. Donc ça veut dire que t'es 10 ans en agence de pub, c'est ça, hein 10 ans en agence de pub, chez à peu près l'annonceur. 8 ans chez l'annonceur. Ok. Mhm. Donc j'ai fait 18 ans de pub en gros, alors dans les deux postes. Je me suis dit, bon, maintenant, ça y est, t'as fait le tour. T'as fait le tour, ouais, c'est ça. T'as fait le tour, ça suffit. Et là, je me suis mise à mon compte. J'ai ouvert ma petite... à l'époque, c'était des micros, on appelait ça des micro-entreprises. Et je me suis mise à écrire, mais pour la pub, puisque c'est ce que je connaissais. Écrire pour... Oui, alors attends, parce que moi, j'aimerais bien savoir comment t'as basculé de être responsable de com ou chef de pub, comme tu disais, Ouais. à écrire, en fait. Enfin, parce que sauf erreur, t'écris pas quand tu es chef Alors, de pub ou sauf responsable erreur, de com. parce que ce qui arrive, c'est que souvent tu fais appel à des rédacteurs, C'est etc. ça. Voilà. T'as une team rédac qui est plus Oui, la partie oui. visuelle, quoi. Enfin, Oui, tout ça, c'est des gens qui travaillent, dont c'est le métier propre. Et moi, je suis le chef d'orchestre. J'étais C'est le ça. chef d'orchestre, en l'occurrence. Sauf que, de temps en temps, l'urgence faisant, les rédacteurs étant Charrette aussi, ou de Benin, il m'est arrivé plein de fois d'écrire ou de reprendre des trucs qui me convenaient pas. D'accord. Ou de Donc, j'étais amenée à écrire. Mais c'était très technique. Hein, ok, écrire un rapport annuel, écrire je sais pas, je m'occupais aussi des relations presse, donc je pouvais écrire un dossier de presse, ce genre de choses. Il m'arrivait de le faire assez souvent. Est-ce que c'est comme ça que tu as découvert que tu appréciais l'écriture ou Non. que tu avais une facilité? Non. Non. J'ai aimé l'écriture en rentrant à l'école où j'écrivais des poèmes que je lisais à ma mère, ma mère me disait chérie va te brosser les dents. Donc je suppose que mes poèmes ne devaient pas la transporter plus que ça. Mais moi non. je trouvais que j'étais absolument géniale. J'avais 6 ans, je perdais mes dents et je trouvais que c'était absolument magnifique. Mais tu t'en as retrouvé ou pas des poèmes? Non, je les ai jamais retrouvés. Ah, non. Ta mère les a rangés? Non, ouais. Donc voilà. Mais j'ai toujours pensé qu'un jour j'écrirais. Même si dans ma famille, personne n'a jamais été sur cette voie. On a une comédienne, on a un architecte, on a mon grand-père peignait, mais il était chirurgien, mais il peignait aussi. Donc on a comme ça un peu cette fibre artistique qui laisse la place à l'art. Voilà, Ouais. qui laisse la place à l'art, mais personne n'a jamais écrit ou D'accord. voilà, c'est pas un truc familial. Alors tu vois ça, je trouve ça fascinant d'avoir déjà cette petite flamme quand on est petit. Amélie, là, du premier interview que j'ai fait, illustratrice, pareil, elle me disait qu'elle dessinait quand elle était petite, une espèce de pas d'assurance, parce que je pense pas que tu as une assurance, on l'a pas, mais non. par contre, c'est une évidence, quoi. T'aimes ça, t'aimes ce que tu fais et... C'est une évidence, d'autant plus qu'on n'est pas du sérail. Donc c'est quelque chose qu'on fait un peu pour soi à part, en dehors de tout contexte familial, ou etc. Donc oui, c'est... Alors après, je me suis dit, je serai journaliste. Voilà, Ouais, je voulais bien sûr. pendant longtemps, j'ai voulu être journaliste. Je voulais remplacer Christine O'Krent à la télé. Et puis, je voulais aussi faire de la télé. Enfin, j'étais attirée par tous ces métiers comme ça. Mais c'était pas du tout une évidence. Voilà. Enfin, Oui. Et puis donc... C'est en sortant de ce parcours publicitaire où je me suis dit, écris déjà pour la publicité, vois ce que ça donne. Et très vite, je suis arrivée à vouloir écrire des livres pour les enfants. C'est ce qui me paraissait être la logique. Non, en fait, ça me semblait être plus facile. Sauf que c'est une grave erreur. Ce n'est pas facile du tout d'écrire pour les enfants. Il y a des codes, il y a un langage, il y a une façon de raconter des histoires, de mettre en place des personnages qui sont identifiants pour les enfants. Alors l'enfant de 3 ans n'est pas le même que celui de 5 ans, n'est pas le même que celui de 7 ans. Et puis à chaque fois c'est une autre histoire, une autre aventure, etc. Donc... je me suis embarquée là-dedans sans savoir trop où j'allais, et heureusement, parce que je pense que Finalement, oui, parce que sinon tu aurais été paralysée, quoi, c'est ça? Tu aurais vu la montagne. Devant la difficulté de la chose. Et donc, j'ai commencé par écrire des petites histoires. Ma première petite histoire a été prise dans un collectif. C'était une histoire qui m'était inspirée de ma fille.
la deuxième, puisque j'ai eu 2 enfants, et qui a été tout de suite prise. Et puis après, j'ai eu une idée de livres qui sont en fait des carnets de voyage dans lesquels il y avait des recettes de cuisine. Alors j'ai fait l'Italie pour commencer, où j'ai rencontré Amandine Piou, qui est aussi une illustratrice que j'adore. Vous googlisez-la, elle fait des trucs d'enfer. J'irai voir. Ouais, d'enfer. On a fait ce premier bouquin ensemble et c'était génial. Après, on a fait un deuxième bouquin ensemble sur le Vietnam. Donc, on a fait un carnet de voyage au Vietnam et le Mexique. On en a fait 3. Et après, la boîte d'édition, qui était petit à petit, a vendu à La Martinière. Et puis, alors, tout est parti dans les... c'était compliqué. Bref, ça s'est arrêté là. Et j'ai écrit avec Sylvie Mathusieux, qui est aussi une auteure très prolifique et qui écrit des trucs vraiment chouettes. On a écrit 8 livres sur l'équilibre alimentaire, où il y avait... en fait, c'était des carnets... Non, c'était des exposés de gamins. Alors il y avait un exposé sur le sucre, sur l'eau, sur la viande, sur les céréales, etc. À chaque fois c'était une histoire et on découvrait tout l'univers de l'aliment. Et c'était à l'époque du goût dans les écoles, etc., etc. C'est toi qui as eu l'idée ? Oui. À chaque fois, c'est toi qui enclenche le truc. C'est moi qui ai eu l'idée. Comme pour le carnet de voyage, je suis allée chercher Amandine. Là, j'ai cherché Sylvie qui m'a dit j'arrive. Tu la connaissais ou non, toi tu vas. Je suis arrivée avec mon idée. Ah ben moi, oui, parce que alors c'est comme le prince charmant. Si vous l'attendez, il n'arrive jamais. Donc, globalement, quand on a une envie, il faut y aller parce que les envies, elles n'ont pas envie de vous. Donc pour moi, c'est une règle d'or et j'ai toujours fonctionné comme ça. Ok. Tu disais tout à l'heure, pardon, je t'interromps, mais tu disais un truc qui était intéressant, c'était que les livres pour enfants, ça paraît simple, mais finalement, ça répond à beaucoup de codes et une structure, etc. C'est très marketé. Comment t'as appris, justement ? Est-ce que c'est à force d'en faire, à force d'en lire ? Comment après t'as su qu'il fallait faire un peu comme ça et... C'est en parlant avec les éditeurs. Qui te guident, c'est ça ? Oui, après ils te guident, parce que là je suis arrivée avec mon premier projet, donc ça s'appelait Les pâtes de Francesca, ce que j'ai fait avec Amandine. Et il a dit ok, vous rentrez dans la partie cuisine, jeunesse, machin, et après j'ai posé 1000 questions à cet éditeur pour savoir comment est-ce qu'il marchait, comment est-ce qu'il fonctionnait. Okay. Alors, il y a le côté BD, côté aventure, fantastique, parce qu'après, il y a des genres, en plus d'avoir des âges, il y a des genres, enfin, c'est très, très dans les tiroirs, etc. Donc, c'est en parlant avec les professionnels du livre, en allant à Montreuil, en voyant un peu ce que les gens faisaient. Montreuil, c'est le salon du livre, pour ceux qui ne savent pas. Amélie m'en a parlé aussi. Voilà. J'essaierai de refaire dans les commentaires, là, de remettre tous les liens des bouquins que tu as pu éditer, mais aussi de ce genre de salon que je trouve... Voilà, qui sont vraiment chouettes. C'est des salons à faire pour tous ceux qui ont des enfants. Aller à Montreuil... passer une journée, c'est incroyable, tous ces livres. Aujourd'hui, nous, à notre époque, on n'avait pas tout ça, on n'avait pas toute cette littérature jeunesse, et c'est vrai que là, franchement, il y en a pour tous les goûts, tous les âges, tout le monde peut y trouver son bonheur, quoi. Oui, et puis je trouve ça sympa d'y amener les enfants. Amélie, d'ailleurs, dans son anecdote, c'était au salon, une petite fille qui était tombée sur son stand, qui voulait absolument acheter son bouquin, mais elle avait un budget, donc son papa lui a dit attention, hein, tu gères ton budget, donc voilà, si tu achètes ce bouquin, peut-être que tu pourras pas en acheter d'autres, donc voilà. Et je trouve ça vachement bien, le côté amener ses enfants, que ton enfant il découvre, il rentre dans une caverne d'Ali Baba, quoi. Ah, mais c'est la caverne d'Ali Baba, c'est pour ceux qui aiment les livres, c'est le paradis sur terre. Franchement, c'est génial. Montreuil encore plus qu'ailleurs, parce que tout le monde y est là pour le coup, quoi. Et d'ailleurs, j'espère que tout le monde y sera. Voilà. C'est à quelle époque ? C'est au mois de novembre, fin novembre, début décembre. Donc c'est pas gagné, mais étant donné que
En ce moment, c'est compliqué parce que nous sommes en plein Covid, pour ceux qui ne le savent pas. S'il y en a à qui ça a échappé. Qui n'écoutent pas la radio, qui ne parlent à personne, qui se demandent pourquoi ça fait 6 mois qu'on porte tous des masques. C'est ça. C'est bizarre cette mode. Quelle drôle d'époque. Et donc, oui, j'ai appris sur le tas, totalement sur le tas, en parlant avec les gens. Bon, moi, j'ai un truc, c'est que je vais vers les gens assez facilement et je parle avec les gens et je pose 1000 questions. Voilà, j'ai cette facilité qui m'a certainement poussé dans le dos souvent. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est utile. J'avoue. Pas toujours facile, hein, quand par exemple t'es timide ou très introverti, mais ouais, je pense je suis timide, hein. Je suis d'un naturel très timide. Je prends beaucoup sur moi, mais j'ai tellement envie que t'es ça porté dépasse. Par ton projet. Exactement. Et donc du coup tu y vas, quoi. Ça dépasse ma timidité. Autant dans une soirée où j'ai rien à défendre, rien à vendre, etc. Je suis capable de passer entre le papier peint et le mur tellement je suis timide. Autant quand il s'agit de mes projets professionnels, j'avoue que là, j'ai des ailes et ça me fait déplacer des montagnes. Non, mais je pense, je comprends ce que tu dis, effectivement. Je crois que je ressens la même chose. Ouais. Bon, alors, donc, du coup, tu écris les livres pour enfants. Enfin, tu en étais donc à tes carnets de voyage. Voilà, mes carnets sur l'alimentation. Et sur l'alimentation avec les enfants, Et donc... Et alors qu'un jour, je me suis dit, bon, voilà, j'en ai fait 14. C'est pas mal, 14. Je trouvais ça pas mal. Je les ai fait en, je sais pas, en 5-6 ans, un truc comme ça. Donc un bon rythme. Oui, bon rythme. Ah oui, non, mais quand on bosse, on bosse. Hein. Je veux dire, on fait pas semblant. Donc, ouais, même pas. J'ai dû les faire en 5 ans. Je me suis dit, non, mais Sophie, maintenant, finalement, la jeunesse, non. La jeunesse, c'est pas ton truc. C'est pas ton truc ou t'avais fait le tour aussi? Non, t'avais envie d'aller chercher? Fait le tour parce qu'on peut pas en faire le tour. D'accord. C'est impossible d'en faire le tour. C'est tellement vaste et tellement riche, etc. Non, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Moi, j'avais envie d'un peu plus de drogue, sexe, rock'n'roll, un truc un peu plus... c'est sûr que c'est pas les sujets que tu peux aborder en jeunesse. Qu'on met pas en jeunesse. J'avais envie de parler d'adultes, d'amour, j'avais envie de parler... des trucs qui te parlaient peut-être plus toi. Voilà, de sujets un peu plus, comment dire, d'adultes. Ce qui n'était pas du tout mon créneau en jeunesse. Non, mais à moins d'être dans la prévention, mais sinon c'est beaucoup moins fun, quoi. Et donc, c'est imposé à moi l'envie de faire du film et surtout des séries. J'avais envie de faire des séries télé. J'ai découvert les séries très tard, puisque je les ai découvertes avec Ali McBeal, donc je devais avoir... Série culte. Série culte. Mais non, alors quand j'étais petite, pour les plus vieux, je m'excuse, pour les plus jeunes, vous ne devez pas connaître, évidemment, regardez Les Mystères de l'Ouest, Super Jamie, Bien sûr. voilà, évidemment, regardez ça, mais j'avais pas conscience de ce qu'était la série. En plus, c'était souvent des séries bouclées, donc c'était un film un derrière l'autre, etc. Mais là, avec Ali McBeal, on a découvert la semi-feuilletonnante, ce qui était... Après, il y a eu Friends, enfin bon, c'était toute cette époque, et là, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire, en fait. D'accord, donc c'est toi, en tant que téléspectatrice, que tu as vu, et c'est là que tu t'es dit que tu n'as pas rencontré quelqu'un qui faisait ce métier, non c'est toi en observant, en te disant, tiens, ça serait génial. C'est ça que je veux faire, en fait. Ok, super. Et donc, là, j'avais quand même 42 ans. Hein. Et ça, c'est génial. Franchement, tu m'as dit ce chiffre quand on s'est eu au téléphone. Et je me suis dit, mais c'est génial parce que je trouve que... Il y a des fois, franchement, on peut se mettre des barrières en se disant 42, 45, enfin, qui est mon âge. Et merde, on change plus, quoi. Enfin, il fallait assumer tout, c'est trop tard, Enfin, voilà, on se pose 1000 questions et je trouve c'est génial de se dire, non, on peut encore faire des virages et à tout âge, quoi. Mais d'autant plus dans ces métiers-là où on n'est pas soumis à un employeur, où on est son propre
marathon, j'ai envie de dire, Ouais. et que moi, j'estime pouvoir écrire au moins jusqu'à 95 ans, sauf si je perds mes yeux, mes mains et je ne sais quoi. Mais globalement, je suis juste au démarrage de ma vie, puisque... Oui, voire même, plus tu vis, plus t'as de la bouteille, plus t'as des trucs à raconter aussi, voilà, et tout ça, quoi. Pour moi, j'ai encore au moins 40 ans de métier devant moi, donc Mais regarde, tu n'as c'est pas valable dans tous les métiers. Hein. Non. Regarde la pub, moi pour ma part, le marketing, je sais pas ce qu'on fait des directeurs marketing, mais au-delà de 50, on les enterre. Il y en a plus, ils n'existent plus, et donc je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils disparaissent tous, quoi. Oh, ils ouvrent des chambres d'hôtes ou ils font autre chose, et tant mieux pour eux. Mais tu vois, t'as des métiers dans lesquels as l'âge et il compte, hein, et c'est un peu périmable. Voilà. Mais c'est pour ça que je me suis dit, non mais réfléchis même pas à ton âge. De toute façon, moi j'ai 25 ans dans ma tête. Non, j'exagère, 35. J'ai 35 ans dans ma tête et je les ai depuis très longtemps. Et je les ai encore pour très longtemps. Donc c'est quelque chose qui me freine pas, l'âge. Après, c'est sûr que j'ai pas la même écriture qu'un gamin de 25 ans, tout droit sorti de l'école, génial, qui va faire qui va avoir des projets absolument novateurs, etc. J'ai une écriture beaucoup plus traditionnelle, j'ai une écriture beaucoup plus conventionnelle, etc., etc. C'est certain. Mais voilà, j'estime que j'ai aussi ta place, ma place, j'ai des choses à raconter, et voilà. Donc là, j'habitais en province à l'époque, je me suis acheté à 42 ans une paire de Converse que je n'avais pas, et je suis partie à Paris en laissant mes 2 filles et mon mari tout seuls. Et en leur expliquant que c'était ça où j'allais mourir. Et donc, je suis partie faire... Ça, tu m'avais pas raconté ça au téléphone. Ça m'éveille encore plus de curiosité. Ok, et de courage. Je suis partie faire une formation qui a duré 3 mois au CEA, qui est le Centre européen CEA de l'écriture audiovisuelle, Centre européen de l'écriture audiovisuelle, je crois. Ça a été 3 mois absolument génial. Ouais. Je me suis éclatée. J'ai découvert un univers que je ne connaissais absolument pas. Je me suis découvert une imagination que je n'imaginais... Enfin, je pensais même pas que c'était possible. Une envie d'écrire qui ne s'est jamais arrêtée. Et on était un groupe de 14, c'était vraiment cool. Et là, dans ce groupe de 14, il y avait des jeunes, des étudiants, enfin des... Non ? Ça allait de 20 à le plus âgé à l'époque, qui est devenu un vrai copain, Patrick, que je salue d'ailleurs. Il avait 50 et quelques. Génial. Mais lui, il a aussi toujours 15 ans dans sa tête. C'était super. Et de là, pendant ces 3 mois, on avait pour objectif d'écrire un premier projet de série. Donc j'ai écrit mon premier projet, ça s'appelait Bobo Écolo Barjo. C'était des histoires de bobos parisiens qui allaient ouvrir un gîte dans les Pyrénées avec des ados. C'était mon histoire quelque part. C'était l'âge que j'avais, des enfants que j'avais, etc. Et... Ah oui, parce que ce que j'oubliais, c'est que j'ai longtemps hésité entre devenir scénariste ou ouvrir des chambres d'hôtes. Oui, d'accord. Voilà. C'est pour ça que ça te parlait. C'est pour ça que ça me parlait, et donc j'ai choisi d'être scénariste. Voilà. Mais les chambres d'hôtes ne sont pas passées loin. Hein. Il y a eu et en plus, il y a eu une vague, je trouve, où on s'est tous posé la question. On avait tous envie de... cette question. Ouais, c'est pour ça que le sujet était intéressant, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été optionnée par une boîte de pub, et ensuite... Attends, ça veut dire quoi, optionné ? Excuse-moi. Alors, optionné, ça veut dire que... C'est pas une boîte de pub, pardon, c'est une boîte de production. C'est-à-dire qu'une boîte de production prend ton projet, te donne un peu de sous, et décide de le retravailler avec toi avant de le proposer aux chaînes. Ah, c'est pas mal, d'accord. Donc tu sais que tu as un soutien parce qu'ils jugent le sujet intéressant, et donc ils vont t'accompagner, quoi, en gros. Ils t'accompagnent, ils le retravaillent, ils te disent il faut changer un peu comme ci, un peu comme ça, etc. Et après, quand eux sont contents du résultat, ils vont le proposer à la chaîne. Alors ça peut être la 1, la 2, la 3, la 5, enfin toutes les chaînes, les chaînes du câble, etc.
Et, et après, la chaîne dit oui, non. Je prends pas. Si elle prend pas, c'est fini. Merci, au revoir. Salut, ton projet, il est poubelle. Enfin, les poubelles, tu peux le proposer Non, à une autre... non. D'accord. Une fois qu'il a été optionné, globalement... Comme un contrat d'exclusivité avec... Voilà. D'accord, ok. Non, tu le reproposes pas. Et puis, en général, il faut quand même savoir que quand tu écris pour une chaîne, c'est très formaté. Ce qui marche pour TF1 ne marchera pas pour la 2, la 3, Canal, etc. Enfin, donc, globalement, ton projet il part à la poubelle, au moins aux oubliettes. Donc voilà, ce projet a donc passé l'option. Et après, il a été pris par la TF1. Et donc, je l'ai développé avec TF1 pendant un temps. Ça doit être quand même super encourageant. C'est le premier projet que tu fais à la sortie des études. Ah ouais, non, mais moi, je pensais que ça y est, tout allait s'ouvrir, que j'étais à la bonne place, au bon endroit, etc. Et puis, ça s'est arrêté. Parce que TF1, il faut le savoir, développe beaucoup de... Enfin, TF1, comme toutes les autres chaînes, hein, il développe beaucoup de projets pour, au final, en aboutir quelques-uns. D'accord. Hein, c'est... Voilà. En fonction... des sujets choisis, en fonction de l'ère du temps, en fonction de la programmation d'avant, d'après, etc. Et donc ce projet s'est arrêté. Alors là, ça a été un peu la douche froide. Grosse descente. Ouais, ça a été un peu compliqué, mais je me suis pas laissée avoir. J'ai écrit d'autres trucs derrière, j'ai eu d'autres options, j'ai eu d'autres développements. Ok. Quand tu dis développement, je suis désolée, mais ça s'arrête où en fait ? Eh ben c'est la chaîne qui... Non, mais ça s'arrête où ? À quel stade ? C'est-à-dire, t'as fait donc toute l'écriture, mais après c'est pas passé en images. Il n'y a pas eu de tournage, non, etc. Ça s'est arrêté avant ça. Ça s'est toujours arrêté avant le tournage, à différentes étapes. Alors il y a l'étape du... Bon, enfin, il y a plein d'étapes, ça va être très technique, mais écrire un scénario pour la télé, ça demande beaucoup d'étapes. D'abord, on raconte l'histoire, après, on détaille l'histoire, après, on commence seulement à la 4e étape à faire des dialogues. Enfin bon, c'est plein d'étapes. Et les scénaristes ne vont pas forcément jusqu'au bout de toutes ces étapes. Il arrive parfois qu'on change les scénaristes. Donc, même un scénariste qui initie le projet peut être arrêté, pas parce qu'il est pas bon, ou etc. Mais souvent, on s'épuise sur un sujet, parce que c'est des tu travailles, longs. Tu retravailles. Voilà. C'est des parcours longs, l'histoire évolue, on évolue peut-être pas forcément de la même façon, etc., que la vision de la chaîne. Et donc, on est parfois amené à quitter son propre projet. D'accord. Mais tu n'es pas propriétaire. Enfin, je sais pas, c'est pas le bon terme, alors tu vois. Mais... alors après, une fois que c'est diffusé, il y a des partages de droits, etc. Et en tant qu'initiatrice du projet, il y a un pourcentage qui t'est acquis. Et au-delà du pourcentage, qui est important quand même pour vivre, mais est-ce que tu as un droit de regard, tu vois, sur la façon dont ça va déraper, si ça dérive, ton idée? Non, tu n'as pas... Non. Okay. Alors, peut-être les scénaristes les plus chevronnés qui, maintenant, ont un pignon sur rue dans les chaînes, on les écoute, ils ont leur droit de regard, mais pour la grande majorité des scénaristes, non. Okay. Il faut être très clair. Il faut savoir que dans l'écriture, on crée quelque chose, mais il faut savoir abandonner son bébé. Parce que ce qu'on écrit ne nous appartient pas. Et à partir du moment où on le donne à d'autres, que ce soit un producteur, une chaîne, un co-auteur, etc., il faut savoir que ça devient un travail d'équipe et ça n'est plus son propre projet. Personne ne peut arriver de l'idée à l'image. On est obligatoirement obligé de passer par une équipe et donc on est obligatoirement obligé de laisser la place aux autres. D'accord. Moi, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que, comme à l'époque où j'écrivais des livres, j'adorais que l'illustrateur rajoute sa propre vision des choses. Quand j'écris, j'adore que les gens avec qui je travaille enrichissent le projet. Pour moi, c'est de l'enrichissement.
c'est rarement du dérapage. Ouais, je comprends, en fait. Voilà. T'as pas une vision de contrôle de se dire je veux surtout pas que ça déborde de l'idée que moi j'en Non. ai parce que j'ai une vision très très claire et je ne veux pas que ça déborde du cadre, quoi. Non, Ouais. je fonctionne pas comme Ouais. ça. Ok. Voilà. On peut, hein. Il y en a qui, Je pense, hein, il oui. y en a qui le font, il y en a qui ont besoin d'être du début à la fin de leur projet. Moi, non. D'accord. Ça, au contraire, je trouve que c'est enrichissant, c'est l'effet du travail d'équipe. Et c'est ce qui, moi, me plaît. En fait, j'ai un travail de solitaire, mais je ne suis pas une solitaire. Donc, dès que l'équipe... j'initie seule, mais dès que je commence à avoir une équipe autour de moi, en fait, c'est là où j'ai le vrai plaisir de mon métier. D'accord, ok. Voilà. Intéressant. Ok. Voilà. Bon, donc du coup, là, effectivement, tu nous racontes toute la phase importante aussi, hein, de moment où tu écrivais des scénarios pour la télé. Il y a encore un autre virage. Alors, oui, parce que je me suis acharnée pendant longtemps pour la télé. Combien de temps, cette phase-là? Mais j'y suis encore. Ah, ça, je savais pas. Je pensais que tu avais... J'ai pas totalement abandonné. Alors, D'accord. j'écris moins, mais j'y suis encore. J'ai encore un projet, là, qui tourne. Il y a pas si longtemps, j'ai un projet de série qui a été... Ok. mise en développement aussi, qui a été abandonnée l'année dernière. J'y suis encore. D'accord. Moins, mais j'ai pas encore totalement abandonné l'idée. Bah, et après tout, il n'y a rien qui t'empêche de... Il n'y a rien qui m'empêche. d'être, Il y a rien qui voilà, m'empêche. de faire les deux, quoi. Je suis pas arrivée au bout, Mhm. mais je n'ai pas, j'ai pas tout à fait abandonné l'idée. J'ai des grands moments de désespoir en me disant est-ce que je vais un jour y arriver? Puis je me rattrape en me disant mais finalement je m'en fous, j'ai une idée, je l'écris et puis si ça marche, tant mieux, si ça Oui, marche parce que pas, ce que tant tu pis. m'expliquais au téléphone, effectivement, c'est que tous tes projets de télé ont souvent été optionnés, comme tu Oui. dis, mais n'ont pas été au bout forcément Oui. de la réalisation, et donc Oui. visible du grand public, quoi. Pour être clair, j'ai eu, je pense, une dizaine d'options et je n'ai aucune image à ce jour de mon D'accord. travail. Voilà. Et ça, qu'est-ce que tu ressens? Tu disais qu'effectivement, la partie, finalement, tu avais déjà eu le plaisir d'écrire. Ben, j'ai eu le plaisir d'écrire, j'ai eu le plaisir de travailler avec des producteurs sympas sur le projet, j'ai eu le plaisir de rencontrer des co-auteurs vachement sympas sur d'autres projets, etc. Moi, j'aime bien ça. Alors, c'est sûr que ça me nourrit pas, hein, parce que... Ouais, c'était voilà. ma petite question, c'est que financièrement, du coup, tu es quand même payé pour l'écriture, Oui, mais mais tu n'as pas les droits Oh, d'auteur par rapport à la ouais, diffusion, c'est ça? Je suis payée, donc D'accord. des forfaits. Mm. Voilà, pour chaque étape de l'écriture. On gagne absolument pas bien sa vie, hein, ça c'est sûr. Donc par ailleurs, j'ai toujours ma petite entreprise, j'écris toujours pour la publicité. D'accord. Voilà. Ah, donc en fait, à chaque fois, tu rajoutes À des chaque fois, je activités rajoute, finalement. finalement. Je pensais que tu fermais des Non. portes et puis tu allais ailleurs. Non. En fait, non, tu Voilà, tu je lâche un conserves. peu du lest d'un Ouais, côté ouais. pour rajouter une activité Oui, tu donnes plus de l'autre. poids à une activité Voilà. par rapport à une autre, mais d'accord, Voilà. intéressant. Après, je suis aussi lectrice dans des commissions de scénarios, des choses comme ça. Je multiplie. Ben ouais, mais moi ça aussi, je trouve ça génial Voilà. d'avoir plein de métiers. Je sais pas si on peut appeler des métiers différents, mais enfin plein d'activités différentes, parce que tes journées ne ressemblent à aucune autre. Et puis t'as une diversité. Je trouve que c'est sympa aussi, moi. On est presque un peu obligé, j'ai envie de dire, parce que tant qu'on n'a pas, je veux dire, la routine qui Ouais. fait que les salaires rentrent Bien sûr. régulièrement, etc. C'est économique, mais bon, moi ça me convient, hein. Évidemment, j'adorerais rentrer sur une super série et de me dire bon, maintenant t'as 2 ans devant toi, Bien c'est sûr. l'autoroute, tu fais que ça, t'écris, tu rentres là-dedans, etc. Mais j'en ai pas l'occasion pour l'instant. Voilà, Ça arrivera. ça Mais, peut-être, ouais. peut-être. Et donc tu fais ce pourquoi on se voit aussi aujourd'hui, Oui. hein, un autre pont vers donc, Alors, le dernier théâtre. pont, le plus actuel, c'est le théâtre. J'écris pour le théâtre. Tout s'est passé en 2018. La belle époque. La belle époque. L'époque où on n'avait pas de Ouais, masque. l'époque où tout allait bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé un projet de comédie romantique. Mhm. J'aime bien les comédies romantiques, j'aime bien écrire des comédies romantiques. À une boîte de prod et de production télé.
Et j'ai une productrice qui m'a appelée en me disant le projet est vraiment sympa. Elle m'avait déjà optionné sur un projet précédent. Donc on se connaissait. Et elle s'appelle Ariane. Et elle me dit, écoute, ton projet est vraiment sympa. Bon, nous, on peut pas parce qu'on fait pas de comédie romantique. On est dans quelque chose de plus sérieux, entre guillemets. Mais en le lisant et en le relisant, c'est un projet, pour moi, c'est un projet de théâtre. Tu devrais l'écrire pour le théâtre. C'est elle qui te suggère. Ouais. Je me dis, oh, pitié, il faut encore que je réapprenne une nouvelle forme d'écriture. J'en peux plus, j'en ai marre. Donc, je pense que j'ai dû m'avaler la moitié d'un pot de Nutella. Et puis, à la fin du pot de Nutella, j'ai dit, OK, allez, je vais écrire pour le théâtre. Et donc, j'ai rappelé Ariane en lui disant, écoute, Ariane, moi, je suis d'écrire pour le théâtre, c'est pas un problème. Mais une fois que t'avais avalé le pot de Nutella, ça allait mieux. Vas-y, je prends sur moi. Mais pas toute seule. Elle me dit, mais si tu veux, écrivons-le ensemble. Génial. On s'est mis à écrire toutes les deux. C'était vachement sympa. On a écrit 2 pièces ensemble qui n'ont malheureusement pas vu le jour. Et puis bon, après on est partis chacune sur nos chemins. Et là je me suis dit, mais en fait, t'es capable d'écrire toute seule. Et donc j'ai rencontré une personne qui a complètement changé ma vie. Et c'est là où, franchement, la vie est une histoire de rencontre. C'est Julien Cafaro, qui est un comédien assez connu, qui est quelqu'un de très généreux, gentil, enfin bref, et qui m'a dit écoute, t'es une bonne auteure, ce que tu fais c'est sympa, franchement, vas-y, crois en toi, avance. Et il m'a fait rencontrer des comédiennes, des comédiens, des metteurs en scène, etc. Et donc je suis rentrée dans le milieu, quoi. Dans le milieu, grâce à lui, il m'a ouvert toutes les portes. Et lui, comment tu l'as rencontré? Juste, mais ça c'est plus curiosité perso, mais c'est à quelle occasion tu rencontres des gens? C'est le hasard de la vie ou... Non, alors c'est le truc de fou. J'écrivais avec Ariana. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le début de l'histoire, vous êtes foutus. J'écrivais avec Ariane. Ouais. J'avais rencontré au CEA mon copain Patrick. D'accord. Qui, lui, était comédien. Le fameux Patrick de 50 ans. Voilà. Qui, lui, est comédien de métier. Et nous étions amis. J'ai aussi écrit des trucs avec Patrick qui ont été optionnés. D'ailleurs, ce que j'ai écrit avec Patrick, c'est Ariane, la productrice, qui l'a optionné 2 ans avant. Bon, enfin, tout ça, c'est un fil. C'est un fil. Bon. Et donc... je dis à Patrick, écoute, j'ai écrit une pièce avec Ariane. Et il me dit, écoute, envoie-la à mon copain Julien Cafaro. Je lui dis, attends, Julien Cafaro, il va jamais me lire. Tu rigoles ou quoi? Écoute, envoie, tu verras bien et tout. Donc moi, j'envoie à Julien Cafaro en me disant, jamais j'aurai de retour. Il y en a qui ont jeté des bouteilles à l'eau, pourquoi pas moi, hein? Et un matin, mon téléphone sonne, c'était Julien Cafaro qui me dit, alors j'ai lu la pièce, mais alors moi les lectures, ça me parle pas tellement, donc je vous propose, on se retrouve à un café, on en parle. J'ai cru que j'allais faire un triple sauvrier, j'appelle Ariane, il y a Julien Cafaro qui veut te voir. Bon, bref. Là, tu finis la deuxième moitié du pot de Nutella pour te calmer. C'est ça. Vas-y, calme-toi. Calme-toi, tout va bien. Et donc, on a rencontré Julien qui nous a fait un plan pas très cool. Il nous a demandé de lire notre pièce au café. Devant tout le monde? Devant lui. Non, pas devant tout le monde, devant lui. Heureusement, on était dans un petit coin. Alors, pour moi, qui suis ni comédienne, ni rien, autant te dire que lire une pièce, c'était juste un cauchemar. Pour Ariane, qui est comédienne, c'était un peu plus facile, mais enfin, elle a quand même vécu l'aventure. Et puis, tu t'y attends pas, donc tu t'es pas préparé. Voilà. Et tu t'y attends absolument pas. Et donc, Julien, ça le faisait bien marrer. Et après, il m'a raconté un peu plus tard, il m'a dit, ouais, je vous ai fait un petit plan foireux, mais bon, ça s'est bien passé. Mais c'était pourquoi? C'était pour vous tester? C'était pour quoi? C'était
pour lui, une façon de nous entendre, de nous tester, de voir qui on était, nos personnalités, ce que vous aviez dans le beat, quoi. ce qu'on avait dans le beat, je pense, et voilà. Et ouais, mais il faut y aller quand même et donc, au culot, quoi. Au culot, ouais. Et donc, on a passé cette épreuve et je suis restée très amie avec Julien aujourd'hui. Et j'ai écrit une pièce pour lui qui, j'espère, sera jouée quand les théâtres réouvriront, Monsieur Macron. C'est pas celle-là. Si, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Mais d'accord, c'en est on va une en autre. parler après, Voilà. alors, du coup. Ok. Et voilà. Et donc, Julien m'a ouvert toutes les portes et je suis rentrée dans ce milieu. Sans suivre de formation, parce que une de mes questions, c'est que pour moi, tu n'écris pas. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais tu n'écris pas du tout de la même manière pour la télé que pour le théâtre, parce que tu dois avoir des ressorts différents, tu dois avoir... Alors oui, c'est pas j'imagine, du tout, c'est pas du tout la même chose, sans aucune formation, sans rien. En fait, le théâtre, c'est une autre forme d'écriture, mais qui, a priori, me convient mieux. D'accord. Parce que d'abord, j'écris beaucoup plus facilement. L'écriture de scénario, je suis un petit peu dans la souffrance quand j'écris, parce qu'il y a vraiment il faut écrire un synopsis pour rentrer dans les maisons de production. Et le synopsis, c'est assez difficile, parce qu'il faut raconter une histoire en 4-5 pages et mettre tous les ressorts dramaturgiques, bien caractériser les personnages, etc., etc. Et c'est un espèce de condensé. Ouais. D'accord. C'est très difficile à écrire et j'avoue que moi je suis un petit peu en souffrance. J'adore ça, hein, mais je suis un petit peu en souffrance. Là où dans le théâtre je suis pas du tout. Mais parce que tu n'as pas ce synopsis à faire ? Alors non. En fait, quand j'écris pour le théâtre, j'ai un plan. Mm-hmm. J'ai mes actes, acte 1, acte 2, acte 3, scène 1, scène 2, scène 3, enfin bon, etc. Et j'ai alors j'écris un peu comme la télé, mais c'est beaucoup plus léger. Je sais pas, j'ai une façon d'écrire qui est plus instinctive, puisque de toute façon je suis à l'instinct, puisque j'ai pas de formation, etc. Après, j'ai lu énormément de pièces de théâtre. Quand je les lis pas comme ça. J'étudie un peu, je décortique. J'ai beaucoup de travail personnel. Je suis une pure autodidacte au final. Hein. Mais j'ai plus de plaisir et de facilité à écrire pour le théâtre. Peut-être parce que je suis dans le dialogue très vite. Alors, c'était une de mes questions, justement, parce que pour moi, quand j'ai imaginé, mais c'est quoi le produit ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Donc moi, au début, je me suis dit, mais en fait, il n'y a que des dialogues dans le théâtre. Puis après, je me dis, mais c'est une de mes questions. J'imagine que non, puisque tu dois... Il y a des situations. Tu dois décrire les situations, tu dois décrire les personnages aussi, parce que j'imagine qu'il faut un peu guider les acteurs sur le type de caractère, non ? Enfin, qu'est-ce que tu produis quand tu écris pour le théâtre ? Tu produis 50, 55, 60 pages de dialogue avec ce qu'on appelle des didascalies, où tu poses le décor, tu poses les personnages, comment ils sont habillés, etc. Mais après, c'est comment... par les répliques du personnage que l'acteur va s'approprier le personnage et son caractère. D'accord. Voilà. Et au-delà de l'acteur, il y a le metteur en scène. Donc, moi, j'écris des situations, des dialogues, une histoire, un début, un milieu, une fin, etc. Et après, il y a l'œil du metteur en scène qui vient se rajouter. Et c'est là où je dis que c'est jouissif de travailler en équipe, parce qu'à chaque fois, ça enrichit le propos. Il y a l'œil des comédiens et des comédiennes qui dit oui, mais moi mon personnage je l'imagine plutôt comme ci ou plutôt comme ça. Et à ce stade, tu travailles avec les acteurs aussi ? C'est une de mes questions aussi, c'est à quel moment t'arrêtes en fait ? Tu laisses le bébé ? Est-ce que très vite. Très vite. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai trouvé où j'ai trouvé un metteur en scène qui se rapproprie le projet, il est à lui. Mais ça veut dire qu'il est à lui, ok, mais toi, tu ne participes plus ? Si, bien sûr, mais je suis là plus comme regard ou comme soutien. Comme un conseil, comme un conseil, mais où on en dit souvent, les metteurs en scène ne sont pas non plus bornés. Ils ont une envie, on en discute, voilà. Mais ça devient leur œil qui se rajoute
à mon histoire. Et après va venir l'œil des comédiennes qui, dirigées par le metteur en scène, diront « Ah bah tiens, tu vois, là je dois jouer la colère, plutôt que de lui mettre une baffe, je pourrais lui tourner le dos, ou je sais pas, enfin, je dis n'importe quoi, mais chacun va y rajouter son ressenti, sa façon d'incarner l'histoire et les personnages. Et ça augmente en fait la richesse du projet, quoi. Et tu vas donc quand ils font des répétitions, par exemple, de la pièce, toi tu y vas, tu découvres, enfin tu participes à ça ou pas? Non, je regarde. D'accord, tu regardes, mais d'accord, ok, Je très regarde. bien. Ok, je me demandais justement jusqu'où ça allait. Après, s'ils ont des questions à me poser sur comment j'aime pas ou ce que j'en pense, je répondrai. Mais l'idée, enfin moi je sais pas si tous les auteurs font comme ça, hein, moi je parle que pour moi, mais non, moi je donne mon bébé, voilà, et je pars du principe qu'il ne m'appartient plus. Alors après je suis consultante, ce qu'ils veulent, mais ce n'est plus le mien. Je fais partie de l'équipe, mais ce n'est plus mon bébé. Je n'ai pas de maternité sur mes projets. Ok. Est-ce que tout ce que tu écris, c'est toi qui es à l'initiative de l'idée, ou est-ce que ça peut arriver que ce soit une commande, entre guillemets? Alors, au jour d'aujourd'hui, tout ce que j'ai écrit, j'en suis à l'initiative. D'accord. Je rêverais d'une commande parce que c'est là où on gagne sa vie. D'accord. Et oui, parce que le projet, il existe déjà, et on vous dit, bah moi mon rêve absolu, ça serait de rentrer sur Plus belle la vie ou sur Demain nous appartient, encore mieux sur des séries comme Engrenage de Canal ou ce genre de trucs, où là on dit voilà, le projet est là, viens faire l'épisode 4, 5, 6, ou viens réfléchir sur les arches de la série, etc. Où là on rentre dans des teams, etc. Mais moi j'ai pas encore eu cette chance de vivre ça. Peut-être que le théâtre va m'ouvrir des portes de la télé, je l'espère, parce que mine de rien, même si c'est cloisonné, il y a quand même des passerelles entre les deux. Les passerelles se font à quel niveau? Les acteurs ou également ceux qui sont là, le metteur en scène, producteur? À tous les niveaux. C'est toujours des histoires de rencontres. C'est-à-dire demain, par exemple, sur ma prochaine pièce, si un producteur adore la pièce et qui dit bah tiens, faisons-en un film. Bien sûr. La passerelle sera là. Oui, mais au même titre que ta rencontre avec Ariane t'a permis de passer de la télé, même si t'as pas arrêté, mais jusqu'au théâtre, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que il peut arriver, alors peut-être pas forcément pour toi, mais de faire aussi des adaptations de bouquins, par exemple, au théâtre? Jamais. Ça n'existe pas? Moi, j'en fais pas. Si, ça existe. Ah, ça existe. Oui, ça existe, mais moi, j'en fais pas. Ok. Quand tu as donc l'initiative, ça veut dire que le parcours est quand même plus long, parce que c'est à toi de trouver quelqu'un qui a bien envie de prendre la suite, hein, c'est ça? C'est ça. Et ça, okay. Et là, tu fais comment? Toc. Bonjour, c'est moi Sophie Cotin. Est-ce que vous voulez bien lire ce que j'ai écrit? Est-ce que ça vous plaît? Non, ça vous plaît pas? Bah tant pis, merci. Toc. C'est moi pas grave, Sophie la Cotin. prochaine fois. Commence. Voilà, next, et jusqu'à ce que on trouve celui qui a envie de travailler. D'accord, ok. Mais ça peut venir par plusieurs biais. Ça peut venir par une rencontre, par un ami d'amis, de toute façon. Plus on connaît de gens, après, ça devient un réseau. Et le réseau, c'est comme tout, on vous ouvre les portes plus facilement une fois qu'on vous connaît que quand on est totalement inconnu. Donc c'est step by step, on arrive à se faire... Alors ça fait partie justement de mes questions, c'est comment tu crées ce réseau, parce que donc il y a des rencontres, mais ça, les rencontres, elles peuvent être longues. Donc c'est dans les années après années, tu rencontres du monde et c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres occasions? Il y a peut-être, tu parlais de Montreuil tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres il y a le façons? Festival de la fiction à La Rochelle au mois de septembre qui est un moyen de rencontrer des gens, mais en même temps, c'est pareil, si personne vous connaît, les gens ils viennent pas vers vous. Et toi, si t'as pas un projet à vendre, c'est compliqué aussi d'aller faire juste... c'est toujours compliqué, donc il faut connaître quelqu'un qui va vous ouvrir des portes. C'est vraiment le principe du réseautage. Et bon, moi, après... je suis peut-être un peu atypique dans le sens où je suis une affective, donc je deviens amie avec les gens avec qui je travaille, et puis j'ai envie d'avoir ma petite famille, et puis de travailler qu'avec des gens je suis bien. C'est vrai que c'est l'idéal. Après, je pourrais évidemment
travailler de façon moins affective, mais dans le théâtre c'est un peu difficile. La télé c'est beaucoup plus facile parce que on a une commande, on répond à la commande. Quand t'es pas connu, faut ouvrir les portes. Et enfin, j'imagine, le jour où t'es connu, les gens viennent à toi. Ils t'appellent en disant tiens, j'ai un projet et ça te plairait de le faire. Moi j'ai des amis scénaristes, c'est comme ça qu'elle travaille. Et elle travaille beaucoup, et elle travaille très bien, et c'est formidable. Mais moi, aujourd'hui, à ce stade, je n'y suis pas. Voilà. En fait, c'est une question de rencontre, de rencontrer les personnes au bon moment, d'avoir le bon projet au moment travail, parce qu'en fait, on est toujours jugé que sur son travail. Il faut la rencontre, c'est une chose, mais il faut avoir des choses à proposer, des choses qui intéressent, qui soient de qualité. Donc, c'est d'abord et avant tout du travail. Je pense que ça sert à rien d'aller vers les gens si on n'a rien à proposer. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et justement, les idées, comment tu les trouves? Comment tu t'inspires? Ça, c'est la fameuse question. Mais ouais, parce que... Non, mais moi, je suis toujours fascinée. Je vais te raconter, Amélie me racontait que... je lui demandais comment elle s'inspirait, puis elle me dit mais moi il y a des fois je me balade et tout d'un coup je vois un truc dans une vitrine, je regarde un site de déco et les couleurs vont m'inspirer parce que d'un coup je vais me dire ça me plaît, et de là hop il y a un truc qui va commencer à se construire dans sa tête, et donc je trouve que c'est un état d'esprit d'avoir toujours les chakras ouverts en fait, pour qu'à un moment donné que ta vie, des trucs que tu vis tous les jours, en fait, rentrent. Et puis, voilà, tu vois un bouquin, tu vois un film, tu rencontres quelqu'un, il y a une situation que tu vis, et d'un coup, tu dis ben ça peut... Tu le transformes. Et puis, tu commences à créer ta petite pelote de laine, et puis, et voilà, et tu commences à écrire. Mais ou dessiner pour Amélie, quoi. Ouais, c'est un peu ça, mais avec un process un peu plus long pour moi. Parce que moi, avant toute chose, il faut que je trouve mon sujet. Ouais. De quoi j'ai envie de parler. Et alors tout à coup je m'emballe pour un sujet. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être la guerre de 14, la condition des femmes au Vietnam, ça peut être une comédie romantique, enfin voilà. Tout à coup j'ai un espèce de sujet qui se coince. T'as envie d'aller gratter, quoi. C'est dans ça mon cortex, et je n'arrive plus à m'en séparer. Et après tout me nourrit sur la base de ce sujet. D'accord. Voilà. Donc je vais faire des recherches sur Internet, je vais chercher des témoignages dans les journaux, sur le net, machin. Je lis des bouquins se référant à ce sujet, je regarde des films, j'écoute autour de moi. Même des trucs qui ne sont pas du sujet peuvent me nourrir par après, quoi. Ouais. Mais je suis focus sur un sujet. Et alors, plus rien ne m'intéresse d'autre. Hein. Alors, ça devient obsessionnel. C'est horrible pour ma famille, d'ailleurs, parce que je ne parle plus que de ça. Alors, il rigole parce qu'il dit, bon, là, on en a pour 6 mois, mais dans les 6 mois prochains, ce sera autre chose. Donc ça a un côté sympathique par rapport aux gens qui sont focus pour toute leur vie sur le même sujet. Moi, je suis papillon, quand même. Je m'intéresse, voilà. Je creuse, et une fois que j'ai fini de creuser, ça ne m'intéresse plus, en fait. Voilà. Et c'est marrant parce que ça rejoint quand même un peu le métier de journaliste, non? Tu ne trouves pas cette partie-là d'investigation, de rentrer dans un sujet et puis tu deviens expert de ce sujet, puis après tu passes à autre chose et tu découvres un autre univers. C'est exactement ça. Ce que je trouve un peu fascinant dans le métier de journaliste, moi. C'est ce que je trouve fascinant dans le métier de scénariste, c'est-à-dire qu'on est focus sur un truc, on creuse vachement loin parce qu'on fait beaucoup de recherches, etc. Moi, je fais énormément de recherches. Ça nous occupe et puis voilà. On passe à autre chose, et heureusement, voilà. Et voilà, donc après, une fois que j'ai trouvé... Alors, comment vient cette envie? C'est là, ça, j'en sais rien. Alors là, tu te réveilles un matin et le truc est là, quoi. Ouais, c'est des trucs, je pense, qui sont nourris en moi depuis très longtemps, des sujets comme ça un petit peu forts, et des trucs qui m'intéressent, parce que soit ça m'impressionne, soit... voilà. Quand parce qu'il faut quand même avoir envie de creuser pendant 6 mois. C'est ça. Tu peux avoir des sujets aussi qui te saoulent un peu. Oui, alors il y a des sujets sur lesquels je ne vais pas, parce que ça m'intéresse pas. Par exemple, je pense que j'écrirai jamais un truc politique. J'ai pas envie pendant des mois de m'intéresser à ce genre de truc.
J'y tourne un petit peu en ce moment autour des biographies, etc. Mais il y a l'aspect historique qui me fait un peu peur parce que je suis pas une historienne Mhm. et je me dis est-ce que je vais avoir alors voilà là pour l'instant je suis tout doucement en train de me dire tiens il y a des personnages qui pourraient m'inspirer, m'intéresser sur lesquels je pourrais bon je suis pas encore allée. Là, je suis plutôt sur des sujets de société ou des sujets de fond, des choses D'accord. comme ça. Après, quand on est auteur, on se rend compte, et c'est assez rigolo, on part de sujets très différents, et au final, on raconte toujours la même histoire. Il y a le même fil, il y a le même fil conducteur. Quoi. Voilà. Et on retombe, on a beau partir aux antipodes du projet précédent, on retombe toujours sur cette espèce de lame de fond qu'on mâchouille encore et encore et encore, et qui, en l'occurrence, pour moi, est la seconde chance. Je reviens systématiquement, et finalement, en y réfléchissant, c'est l'histoire de ma vie, à cette capacité à se réinventer. Et je pense que l'homme a cette chance inouïe de pouvoir se réinventer. Et je me rends compte que tous mes écrits reviennent... Finissent par aborder ce sujet-là. Finissent sur ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, arrive au bout de son truc et se dit, allez, génial. Je passe à autre chose. Je change complètement de vie, etc. Voilà. Alors, comme il y en a qui vont creuser l'amour, le deuil, je ne sais pas moi, le pardon... Et c'est forcément quelque chose quand même, je pense, qui fait quand même écho à un moment donné, à un sujet qui te parle je dans suis ta vie. faite de ça, entièrement faite de ça. Et je parlais avec d'autres auteurs qui me disaient « Ah ben moi, alors là, moi c'est le deuil. J'ai beau partir d'un truc qui n'a... rien à voir, je retombe systématiquement dans un deuil. Il y a, à un moment donné, le personnage va devoir faire un deuil. De quelque chose. Ou autre chose. Là, c'est le deuil, mais ça peut être autre chose. Et en fait, je crois que quand on est auteur, on a besoin d'exorciser quelque chose qu'on a au fond de nous, qui n'est pas forcément compris. Le principe, conscient, quand même, moi, ce que j'imagine, le principe d'écrire, c'est quand même d'exprimer des émotions. Donc, forcément, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse écrire mécaniquement, quoi. Il y a forcément une grosse part de nous, quoi. Si. Il y a dans le travail de commande une écriture plus mécanique. Eh oui, tu connais les ressorts, tu les appliques et puis pim. Et tu déroules, quoi. Voilà, ça c'est tout à fait faisable. Oui. En revanche, quand on est dans quelque chose de plus personnel, comme je fais moi pour l'instant, on est sur les sujets qui nous construisent, forcément. Et donc, on retombe sur les choses. Il faut bien différencier l'écriture personnelle et l'écriture de commande, qui n'est pas du tout la même. Et on peut faire les deux. Hein. Là, je parle très clairement de l'écriture personnelle. Celle où tu inities, en fait, depuis le démarrage. Voilà. Alors, est-ce que, justement, tu pourrais nous décrire, forcément d'une pièce à une autre, c'est pas du tout le même timing, les mêmes phases, mais bon, est-ce que tu peux essayer de décrire en combien de temps? Tout à l'heure, tu disais, ça prend 6 mois d'investiguer, si je comprends bien. Est-ce que tu pourrais nous saucissonner, en fait, l'écriture d'une pièce depuis le démarrage jusqu'à... il y a les flyers et la pièce, elle va jouer dans une semaine, quoi. Ouais. Enfin, alors... Je me réveille un matin, j'ai fait « Alléluia, j'ai trouvé mon sujet ». Voilà. Là, je commence à chercher ce qu'on appelle de la matière. Donc, je fais un travail d'investigation, je lis, c'est tout ce que tu me racontais tout à l'heure. Voilà, de toute cette matière qui me fait un espèce d'énorme bordel sur mon bureau, dans mon ordi, et dans mes carnets, dans ma tête, enfin bref, je crée une histoire, des personnages, une situation. Attends, alors, juste la partie investigation, c'est 6 mois? C'est quoi? C'est bien 6 mois. Ouais, incroyable. Ok. C'est 6 mois où le sujet t'habite, mais tu n'as pas encore construit l'histoire, mais par contre, tu es en train de te nourrir. Ok. Donc, alors, faut savoir que je travaille, bon, évidemment pas la première pièce que j'ai écrite, mais depuis, je travaille en 2 temps. C'est-à-dire que j'écris une pièce pendant que je me nourris d'une autre. Donc j'écris le matin, je me nourris l'après-midi. Donc en gros, tu travailles sur 2 sujets en parallèle. Voilà. Ah ouais, c'est encore mieux ça. D'accord. Tout le temps. C'est-à-dire que pas difficile de switcher? Non.
D'accord. Ça me pose pas de problème. Le matin, je suis vraiment dans l'écriture, je suis sur ma pièce, etc. Et l'après-midi, je me nourris de ma prochaine pièce. De la prochaine. Okay. Voilà. Ok. Ce qui me fait des grosses journées. Hein, ouais, quand je veux même. bien croire. Ouais. Et donc... Excuse-moi, j'ai plein de questions mais qui me viennent au fur et à mesure. Mais quand tu es en train de te nourrir, est-ce que tu as quand même déjà un angle sur un sujet en particulier? Tu dis, ce sujet-là, je vais l'angler comme ça. Donc tu vas chercher la matière de cet angle ou bien tu peux complètement ouvrir le truc. Non, j'ouvre tout. Okay. J'ouvre tout. Et l'angle arrive après? Et l'angle arrive et change 15 fois aussi. D'accord, ok. Hein, ça mature au fur et à mesure. Je démarre sur un truc, puis je me dis non, mais non, on passe sur autre chose. Je rajoute un personnage, j'enlève un personnage, je me dis tiens, là j'aurais besoin de ça. Ah ouais, mais si j'étais du point de vue de celui-là, ça serait peut-être plus intéressant que si j'étais du point de vue de celui-là. Alors on repart tout, on recommence. Enfin, ok. Voilà. Jusqu'au moment où je me dis là, ça y est, il faut figer le truc. C'est bon, j'ai le bon point de vue, j'ai le bon machin, truc. Globalement, ça dure 6 mois, cette étape d'hésitation, de machin. C'est quand même à la fois court et à la fois long. Mais c'est court et long, ouais. Mais quand je dis nécessaire. Long, c'est pas avoir cette impatience de produire tout de suite, tu vois, de poser. C'est pour ça que j'écris le matin sur de la production. Et oui, comme ça te permet de compenser un peu. Sinon, je deviens chèvre. Ouais. J'ai l'impression de faire... de perdre trop de temps, c'est trop long. Exactement. Et en même temps, je pense, je parle pour moi, c'est nécessaire parce que j'ai besoin de cette maturation. La création, c'est quelque chose qui doit maturer. On n'a pas le truc qui sort comme ça. Comme ça, tu te lèves et t'écris les 40 pages et puis basta, quoi. Peut-être, on entend de temps en temps, cette pièce a été écrite en 8 jours. Oui, d'accord. Mais combien de temps elle a maturé avant, en tâche de fond, en fait, voilà. Sans que ça c'est sache. ça que je voudrais. Voilà. Moi, j'ai besoin globalement de 6 mois où je suis totalement imprégnée du sujet. J'ai l'impression de le maîtriser, parce que ça aussi, j'ai besoin de maîtriser à fond mon sujet. Voilà. Une fois ces 6 mois passés, je me dis, bon, maintenant ma chérie, il va falloir t'y mettre. Donc, je passe au fameux plan. Ok. Et alors là, c'est là où commencent les emmerdes. Parce que tu disais acte 1, acte 2 tout à l'heure, les chapitres comme le chapitre d'un bouquin, quoi. 2, 7, 3, voilà, comme les chapitres. Et donc là, on commence à construire l'histoire et c'est là où on se rend compte que ce qu'on trouvait absolument génial dans la tête ne tient pas la route sur le papier, etc. Donc on repart sur un remodelage et on recommence et on réécrit pour avoir une structure qui tienne la route, etc., etc. Là aussi, ça demande de la maturation. Et là, le temps est très variable parce que j'ai des pièces que j'ai écrites relativement vite. Et là, je suis sur une pièce actuellement. Ça fait 1 an que je suis dessus. Waouh! Où tu fais, tu écris, tu reviens. Ouais, ça fait 1 an que je ne m'en sors pas. Donc, et je n'arrive pas à la lâcher parce que j'ai quelque part envie d'arriver au bout de ce truc. Mais voilà, donc... alors j'écris d'autres trucs à côté, heureusement, parce que sinon ça serait très compliqué, mais voilà. Et donc là tu dis 1 an, mais la plupart du temps c'est quoi? 3 mois. Ok. Juste qu'on a un petit peu une idée de combien de temps tu fais tout ça, quoi. 2-3 mois. Okay. 2-3 mois. Donc là, je suis sur mon truc, je me nourris encore, je vais encore gratter, est-ce que je me rends compte qu'à l'acte 2, il faudrait que j'ai cette info en plus, à l'acte 3, il me manque ça, enfin bon, bref. Une fois que mon plan tient la route, que je suis enfin soulagée, c'est la période la plus difficile pour moi, celle-là. D'accord. Le plan, c'est ce que j'aime le moins. Je passe au dialogue. Et alors là, c'est juste jubilatoire. C'est la partie que tu préfères, c'est le pied total. C'est-à-dire, on a le truc, on a les personnages, on a tout, et maintenant, on les fait vivre, nos personnages. Oui, et là, on est Dieu, parce qu'on fait ce qu'on veut, et c'est trop bien. C'est trop bien. Et alors, et donc, enfin, oui, c'est vrai que ça doit être incroyable, quoi. C'est juste jubilatoire, parce que tout d'un coup, ils prennent forme, ils sont devant vous. Ils naissent, quoi. Ils naissent. Ils sont là, et ils parlent, et ils disent un truc. Ah non, on va le dire autrement, et on recommence, et on te fait rentrer à droite, on te fait rentrer à gauche. Non, finalement, tu vas arriver, tu fais comme si. Tu dis ça, non, c'est pas drôle. Allez, on pousse à autre chose. Non, mais là, t'as pas d'émotion. Allez, on recommence, tu vois. Et ça, c'est... Alors, attends, justement, j'ai une question par rapport à ça, parce que à quel moment tu fais rentrer quelqu'un d'autre dans la course juste pour avoir un regard extérieur? C'est fin. Tellement... Donc, attends, t'as complètement écrit les dialogues? T'as eu toute cette phase où tu fais « Non, c'est pas assez drôle. Ah non, pas assez émouvant. Pas assez machin. » Tu t'auto-challenges toute seule. Oui.
Mais alors ça me fascine parce que quand ça fait 6 mois que tu te coltines le truc, où tu es dans le sujet, tu as l'impression que tu l'as créé, recréé un, tu arrives encore à t'auto-critiquer, Ouais. à te dire là, il n'y a pas assez d'émotion, avoir un regard extérieur Ouais. sur ton propre travail. Ok. Mais moi, je me pose la Avoir question ce tous les regard. matins quand je recommence mon boulot. C'est-à-dire, j'écris le lundi, et puis le mardi matin, je me dis, mais ce que tu as écrit lundi, est-ce que c'est intéressant? Et donc, je repars totalement à zéro. Ce qui fait que je peux réécrire tous les jours la même scène. Ouais. Là, par exemple, ma pièce dont je suis dessus depuis 1 an, Oui. je suis passée la semaine dernière au dialogue. Alléluia. Alléluia. J'ai déjà... Alors, non, celle-là, elle est un peu différente parce que j'ai déjà fait 3 structures, c'est-à-dire 3 plans, et j'ai déjà écrit 3 fois les dialogues. Mon Dieu. Et donc, j'ai déjà jeté 3 fois la pièce à la poubelle. Et donc, je suis sur ma 4e version. C'est ça qu'il faut C'est que je vous fou, dise, hein. en fait. Et donc, je reprends à chaque fois mon truc et en me disant, non, faut être un peu perfectionniste et un peu timbré. Je suis d'accord. Mais, C'est pas une question d'être timbré, je trouve que c'est une question de courage et de capacité à prendre du recul. mais tous les matins, je relis avec un œil neuf ce que j'ai écrit la veille. Et tout en sachant que t'as beaucoup bossé, tu vois, Oui. la veille. Oui. Parfois dans la douleur, etc. Donc tu te Ouais. dis, malgré toute l'énergie que j'ai pu mettre hier, t'étais capable de dire non, je me satisfais pas de ça, boum, Ah oui, non, je n'ai repars. aucune complaisance vis-à-vis du travail que j'ai fourni. Ouais, ouais. Chaque jour est un jour nouveau et si ça me plaît pas, je le garde pas. Je m'autorise pas ça parce que si ça me plaît pas, ça me plaira pas aux autres. Oui, mais ça veut dire que t'es capable de le lire et de te dire ça ne me plaît pas, d'avoir oui, effectivement, ce regard extérieur, quoi, et neutre. Ok, et alors par exemple, ta pièce, là, que tu réécris 3 fois ou 4 fois, là, t'as la 4e version, il n'y a pas un moment où tu te dis, bon non, mais là, attends, si j'y arrive pas, là, c'est que c'était pas le bon sujet, c'est qu'il y a un truc qui va pas, Ah si, j'abandonne. je me Je suis dit passe à autre 55 fois, mais Ah. j'y suis retournée Mais 56 fois. Et j'y suis qu'est-ce qui encore. fait que tu es retourné à chaque fois, quoi? Mais parce que je vais arriver au bout de ce sujet, parce que c'est Ok. un sujet qui, d'abord, je pense que ça m'amuse, et puis ensuite, je crois que j'aime ça, et puis c'est un sujet que j'arrive pas à l'abandonner, je peux pas l'expliquer, c'est comme ça, j'arriverai au bout de ce truc, quoi qu'il Ah, mais arrive. il faut être tenace, hein. Après, il sera peut-être jamais joué, Et oui, non, mais moi, mais toi, t'aurais eu le... j'arriverai à faire un truc dont je suis sûre et fière de pouvoir le présenter. Ouais, je comprends. Voilà. Ok. Bon, donc t'as l'écriture des dialogues. Ouais. Là, cette phase-là dure combien de temps? Ah, pff. Alors C'est là, très extensible. Alors là, on peut pas. Il n'y a pas D'accord. de truc. Il y en a que j'ai écrit plus vite que d'autres. Voilà. Après, ce qui se passe souvent, c'est que j'arrive au bout de ma pièce. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Et là, je passe ma pièce à mon mari. Je m'attendais au revers de bateau, en fait. Vu ta tête, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Mon mari est mon premier lecteur. Ah, pas mal. Alors, mon Quelle mari- place difficile, hein. Quelle place difficile. Mon mari n'est pas du tout du métier. milieu, du D'accord. métier, pas du tout. C'est un matheux. Voilà, c'est rien à voir. Banquier, on s'est connus à la banque. Donc vraiment, lui, il y est resté. Et donc, c'est mon premier lecteur. À la 4e page, en général, j'ai compris. Rien qu'au regard, c'est ça. Rien qu'à la façon dont... S'il fait... c'est bon. Voilà. Et en général, il a toujours un œil très critique. Et Souvent l'entourage, hein. Souvent, j'ai une version après mon mari. C'est-à-dire que je reprends encore D'accord. après... Alors, pas forcément ce qu'il me dit, parce que souvent, ce qu'il me dit, ça me convient pas du tout, mais ça me fait rebondir sur quelque chose qui me convient. Et donc, d'ailleurs, en rigolant, il me dit, tiens, je vais te donner une idée, comme ça, tu pourras faire autre chose. Donc, voilà. Et en général, après mon mari, je réécris. D'accord. Voilà. En tenant compte de ce que j'ai ressenti, de ce qu'il a voulu me dire ou pas. Parfois, il me dit juste, ouais, bof, hein. Il rentre pas dans le détail, forcément, hein.
Oh, le web-bof, il doit être dur à recevoir quand même. Hein. Bah, tu sais quoi, t'as qu'à manger du riz ce soir. Allez, moi je sors, j'en ai ras-le-bol. Non, mais j'ai besoin de lui, j'ai besoin de son regard, j'ai besoin de ce qu'il me dit. Je suis déjà étonnée que tu fasses déjà tout ce parcours-là, qui est long, toute seule en fait, sans avoir besoin d'un regard à un moment donné, pour te rassurer, te dire... Bon, c'est très perso, je pense, hein, mes réflexions, mais pour te rassurer sur qu'il y ait quelqu'un qui te dise « Ouais, je pense que c'est bon, ça a l'air de vouloir fonctionner. » J'ai même du mal à parler de mes sujets en disant « Tiens, en ce moment, je bosse sur ça ou ça, je le fais même pas. » Parce qu'ils sont pas aboutis, donc du coup, tant que toi, tu as l'impression qu'ils n'étaient pas prêtes... Ouais, c'est ça, je suis pas prête à en parler, j'ai pas envie forcément, c'est tout dedans, c'est comme un truc qu'on a en soi et... T'as pas encore accouché. J'ai pas encore accouché, voilà, exactement, le bébé est pas prêt, voilà. Okay. Et je crois que j'ai besoin de toute cette étape pour accoucher, finalement, de mon projet, quoi. Ouais. Et voilà, et donc une fois mon mari ayant fait son truc, je réécris. Souvent. Parfois, je reprends la structure. Je recommence. Et là, globalement, c'est bon. J'y arrive. J'arrive à faire mon truc. Et là, je le sors. C'est-à-dire que là, je le donne à lire aux gens avec qui j'ai envie de travailler, à ceux que je connais, etc. Alors, ça peut être des comédiennes, ça peut être une metteuse en scène. Je passe souvent par les comédiens et les comédiennes en disant, tiens, est-ce que ce projet-là, t'aimerais le jouer? Ça te plairait? Est-ce que ça te plairait ce jeu? Et alors oui, non, abstention, hein, j'ai toutes les réponses. Mais voilà, je fais souvent cette démarche-là. Une fois que j'ai une comédienne ou un comédien, l'équipe se monte autour de ce comédien ou de cette comédienne. Qui va interpréter qui va le jouer, okay. si on arrive à le monter, qui va le jouer. Et on trouve le metteur en scène, on trouve les comédiens, on trouve après toute l'équipe. Toute l'équipe qui va autour, quoi. Voilà. Ok. Et là, toujours pour parler un peu de période, ça se fait en combien de temps jusqu'au moment où là, tu sais que la pièce est prise, enfin, et qu'elle va désormais être préparée? Oh, mais c'est pas aussi simple, ma chère madame. Mais tu crois quoi, toi? Mais qu'est-ce que tu penses? Alors, une fois que la pièce... on va parler de la pièce qui va se jouer là. Non, mais tu m'étonnes que tu veux bosser jusqu'à 90 ans, parce qu'en fait, la pièce que tu as commencé de travailler à 42, en fait, tu vas la jouer à 90. C'est ça le truc. Il faut être patiente. Hein. Voilà. Bon, et retenez, c'est un critère de la patience quand on est scénariste. Et quand je pense que ma maman me disait, mais ma chérie, tu n'es pas patiente, c'est vraiment pas ton fort la patience. Mais j'ai appris oui. Non, en fait, là j'ai une pièce qui devrait se jouer fin novembre. A priori, ça tombe bien parce que ça devrait juste quand on va sortir du couvre-feu. Ouais, c'est normalement début décembre. Ouais. Si tout va bien. Alors, l'histoire de cette pièce, puisque c'est celle-là qui va me lancer, puisque c'est ma première. Julien Cafaro m'a fait rencontrer une comédienne magnifique qui s'appelle Anne Canovas, qui est une comédienne qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, qui sur un autre projet qui n'a pas abouti d'ailleurs. Et on est devenus amis avec Anne, et Anne me dit « Écris une pièce pour moi ». Je me souviens très bien, on était dans le bus, on rentrait du théâtre parce qu'on allait beaucoup au théâtre ensemble. Et elle me dit, mais écris une pièce pour moi, allez, lance-toi. Alors, à l'arrière du bus, 23h le soir, oui, Anne, je vais écrire une pièce pour toi. Et puis finalement, le lendemain, je me suis dit, mais si, pourquoi pas? Et donc, je me suis lancée en pensant à elle. Parfait, ça. Voilà. Et j'ai écrit cette pièce. Finalement, une autre façon d'être inspirée, quoi. Exactement, une autre façon d'être inspirée. Et donc, j'ai écrit cette pièce qui s'appelle « L'odeur des azalées m'a subitement fait suffoquer », qui sera jouée au studio Héberto. Il beau le titre. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup écrit. Et puis là, quand j'ai proposé ma première version à Anne, qui a été tout le cheminement que j'ai raconté tout à l'heure, elle me dit, ouais, c'est pas mal, mais enfin bon, bon, j'ai réécrit. Voilà, j'ai réécrit. Et cette fois-ci, Anne a beaucoup participé. Elle lisait, elle me faisait des retours, etc. Jusqu'au moment où on a été contentes toutes les deux.
Et là, on s'est dit, on va chercher un metteur en scène. Et on est tombé par Anne. Anne a envoyé le projet à Raphaël Cambray. J'ai vu une de ses pièces qui s'appelait Le dernier musée à Mozart, qui était très jolie pièce, très jolie mise en scène, etc. Et donc, Anne lui a envoyé son projet. Je me suis dit, Raphaël, jamais j'aurai Raphaël. Et Raphaël a dit oui. Mais il faut réécrire. Donc, on a réécrit. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais non, c'est pas grave, c'est le jeu, on le sait. Donc, on a réécrit avec l'œil de Raphaël. Donc, on était Raphaël, Anne et moi. On a encore réécrit, on a encore nourri. Et c'était toujours vers le mieux. Donc, en fait, le regard des autres ne fait qu'enrichir. C'est jamais moins bien. C'est toujours vers le mieux. Et après, on a trouvé le deuxième personnage, puisque c'est une pièce à 2 personnages de femmes, qui est Kim Schwark. Et donc là, on a fait ce qu'on appelle des lectures. Ouais. Donc en fait, quand on a un projet de pièce, comme le fou du roi allait de château en château vendre son projet, nous, on va de théâtre en théâtre et on fait des lectures jusqu'à ce qu'un théâtre dit « Moi, ça me plaît, je vous prends ». D'accord. Je connais pas du tout ça. Voilà. Okay. Et ça, c'est classique, c'est tout le temps comme ça ? C'est tout le temps comme ça. Et donc, on a fait quelques lectures, pas beaucoup. On n'en a pas fait beaucoup. Et le studio Héberto nous a dit oui l'année dernière, en fait. Et donc, on a eu, globalement, ils nous ont dit oui quand c'était en mars. Non, c'était cette année. Ils nous ont dit oui en mars. Vous serez programmés fin de l'année. Ok. Voilà. Et donc, on a ouvert le champagne. Tu m'étonnes. Voilà. On s'est dit qu'on était carrément top génial. Et là, on avait quand même une productrice qui s'appelle Caroline Berthaud, qui a une maison de production théâtrale, enfin spectacle vivant, parce qu'elle ne fait pas que du théâtre, qui a dit maintenant, mes cocottes, on va chercher des sous. Et oui. Parce qu'il faut des sous. Et oui. Donc on a créé notre compagnie, on a cherché des sous et là au jour d'aujourd'hui on commence à attaquer le décor. On a fait les costumes, enfin voilà, on démarre les répétitions et on espère être prêt pour le redémarrage. Quoi. Pour le redémarrage, voilà. Ok. Alors, justement, tu parlais donc metteur en scène, acteur, etc., décorateur. Toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles avec un agent ou tu es totalement indépendante ? Tout à l'heure, précédemment pour la télé, j'ai un agent. Mais tu es un agent. Oui. Il faut forcément en avoir un ou tu peux être seule et aller en direct. Tu peux être seule. Le seul truc, c'est que quand tu as un contrat télé qui t'arrive dans les mains, tu comprends rien, donc il vaut mieux avoir un agent. C'est incompréhensible. Enfin, pour moi, c'est incompréhensible. Après, il y en a qui n'ont pas d'agent, mais globalement, l'agent t'aide quand même à négocier tes contrats et à pas signer n'importe quoi, voilà. Oui, pas avoir des choses qui ne c'est des juristes, les agents, principalement. Donc, ils ont ce savoir-faire et cette connaissance que nous, on n'a pas du tout. Et l'agent, par contre, n'a pas pour vocation de te vendre. Enfin, quand je dis vendre, mais sûr. Tu vois, de te... Si, bien sûr. D'accord, il a la double casquette, finalement, de te faire connaître. Oui. Et en plus de négocier derrière quand les choses arrivent, de faire en sorte que tu mais tu lui, signes bien. Il a le même problème que toi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté à vendre les archis connus, c'est beaucoup plus difficile pour lui de vendre les émergents, comme on dit. Ok. Voilà. Et dans le théâtre, je pense que tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment tu es rémunéré ? Quelle est la forme de rémunération, en fait ? Alors, un auteur de théâtre touche un pourcentage sur la jauge. D'accord. Okay. C'est-à-dire qu'on est payé au nombre de sièges vendus. Ok. Tu n'es pas payé pendant que tu écris ? Non. Et oui. Ah ouais, c'est chaud, ça. Et je ne suis pas intermittente du spectacle. Alors, c'était mon autre question. C'était quel était ton statut ? Tu as un statut d'auteur, du coup, et pas d'intermittent. Ouais. Ok. Et c'est compliqué, ça, dis donc ? Je trouve, ça complique beaucoup les choses. Ça complique que tu as 0 ceinture de sécurité. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'empile les casquettes. C'est parce que
si je n'écris pas, si je vends pas, si je machin, ben il se passe rien. Ouais, et puis tu vois, ça me fait penser, donc le pourcentage sur la jauge, c'est un peu comme les droits d'auteur sur un bouquin, Amélie m'en parlait, sauf qu'un bouquin peut vivre des années. Une pièce aussi. Une pièce aussi, remarque ceci dit. Ouais. D'accord, ok. Et un film aussi, parce qu'il est rediffusé, etc. Ouais. etc. D'accord. D'ailleurs, plus tu as de projets, plus tu as des droits qui tombent. Oui, tu cumules. Puisque ça cumule au fil du temps. Okay. Moi, je touche encore aujourd'hui des droits sur mes bouquins d'il y a 10 ans, quand tout à coup, il y en a... Bon, maintenant ils sont plus vendus, mais jusqu'à l'année dernière, je pouvais toucher des droits de reproduction. Ouais, tant qu'ils sont publiés et republiés, réédités, je sais plus comment on dit. Mais... Moi, ils sont en bibliothèque encore, donc tant qu'ils sont empruntés, machin, enfin tout ça. Ah, d'accord. Alors, c'est minime, hein, c'est infinitésimal, mais... Ouais. Après, j'ai arrêté il y a longtemps d'écrire pour la jeunesse, hein, mais voilà, pareil, ça se cumule au fil des années, quoi. Ok, mais ce que je comprends quand même, c'est qu'a priori, l'activité, par exemple, d'écriture pour la pub te permet d'avoir un matelas, entre guillemets, pour exercer les autres activités, quoi. Ok, super. Voilà. Bon, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier, là, aujourd'hui ? Ma liberté. D'accord. Ta liberté dans quel sens ? D'être avec toi ici, parce que sinon je devrais être au bureau. Ouais. C'est déjà, vraiment pas mal. Déjà. J'avoue que c'est très appréciable. On est quoi, il est midi, on est... Tu vois, tu as le temps. J'ai du temps. Tu peux t'offrir le temps, parce que tu n'as pas le temps. J'ai du temps, donc cette liberté-là, pour avoir travaillé 20 ans, d'avoir été salarié pendant 20 ans, j'apprécie beaucoup. Et puis le processus créatif. J'ai l'impression d'être dans ma vraie vie. Là où j'y étais pas quand j'étais salariée. Ouais, mais t'opposes, c'est le fait d'être salarié qui fait que tu n'étais pas dans ta vraie vie ? Ouais. Ah ouais, ok. J'avais du mal alors, mes années pub en agence, j'avais pas ce sentiment-là. Mais j'avais quand même du mal à supporter ces contraintes de... Alors, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, j'en sais rien, mais cette contrainte de l'emploi du temps qui me plaisait pas du tout, quoi. Oui, puis aussi, moi je trouve, il y a un deuxième truc aussi dans le salariat, c'est que tu vas toujours au même endroit. C'est ça. C'est vraiment bête, hein, c'est purement matériel, hein, ce que je dis, mais c'est vrai que je trouve que ça compte. T'as vraiment pas l'impression d'être dehors dans la vie. C'est ça. Souvent, moi, mon premier congé mat, quand je suis sortie dans la rue, et à 15h, il y a des gens à des terrasses de café. Ça. Mais que font-ils ? Mais pourquoi ils bossent pas ? Mais pourquoi ils ont une vie, eux ? Ah, mais tiens, cette boutique, je l'avais jamais remarqué. Normal, chaque fois que je rentre, le rideau est fermé, tu vois. C'est ça. Et te dire, ah oui, mais il y a une vie, il y a des gens dehors. Il y a une vie dehors, ouais. Et ouais, moi, j'apprécie ça plus que tout, quoi. Ouais. En fait, cette liberté, c'est quelque chose de tellement précieux, quoi. Ouais, c'est vraiment pas la masse de boulot, c'est vraiment le fait d'avoir la liberté de t'organiser comme tu l'entends. Ah oui, c'est ça. Je pense que je comprends complètement, quoi. Oui, parce que le travail, franchement, je l'avoue, je travaille comme une dingue. Comme une dingue. Ouais, tout le temps, okay. tout le temps. Okay. Voilà. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu changerais ou quelles difficultés tu peux rencontrer ou t'as rencontré La plus grosse difficulté, c'est l'incertitude et la peur du lendemain. Ouais. C'est de se dire que ce qu'on fait, comme je suis à l'initiative de tout, est-ce que ça sera vendu ? Est-ce que j'y arriverai à en vivre ? Comment je vais faire demain ? Ouais. C'est vraiment le point noir du truc. Et comment tu le gères ? Je le gère en écrivant pour la pub à côté et en essayant de faire des trucs qui m'assurent un minimum. D'accord. Parce que sinon je dors pas. Ouais, c'est le stress. Hein. Et c'est un mauvais stress. Et malgré les années. Parce que moi, je me dis toujours, quand tu démarres, évidemment, la première fois où tu ne sais pas, c'est le vide en face. Et après, quand ça fait des années et que tu te dis que finalement, tu arrives toujours à rebondir, parce qu'il y a toujours un projet qui va débouler
Alors que tu t'y attendais pas ou est-ce que tu arrives à te rassurer au fur et à mesure des années? Ah, mais t'es obligé. Ou finalement ce stress Non, ce stress est là tout le temps. Il est là en permanence. Tous les matins, quand je me lève, j'ai le stress. Alors, tous les matins, je me lève et je revois mon texte à zéro. Et tous les matins, je me dis, et demain, on fait comment, quoi? D'accord. Parce que j'ai 2 enfants, un loyer, j'habite à Paris, la vie est chère, voilà. Donc, j'ai cette incertitude. Après, on est 2, ça joue aussi. Bien sûr. Mon mari me soutient plus que tout, sinon j'y arriverais pas tout le temps, faut le savoir. C'est pas tous les jours rose. Qu'est-ce que je changerais? Ça, évidemment. Je rêverais d'avoir un boulot, une série, un projet qui m'assure qui soit un tapis, quoi, qui soit là. Et, La question suivante, c'était justement, si tu devais donner des conseils à des gens qui veulent aller vers cette voie-là, les conseils, ils peuvent être multiples, hein. C'est pas que études, compétences, c'est aussi personnalité, enfin voilà. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Soyez curieux. D'accord. De tout. Moi, quand j'étais au CEA, il y a un de mes profs qui s'appelait Alain Lérac, qui est un excellent scénariste et que je félicite d'ailleurs pour sa carrière. J'aimerais bien avoir la même. Disait, un scénariste ou un auteur ou des gens qui parlent de la vie. Parce que finalement, notre métier, c'est de parler de la vie et des autres et des gens, etc. Et voilà. Et je crois que la curiosité, c'est ce qui devrait animer le monde. Et, je suis d'accord. Et je pense que si le monde était plus curieux, il serait peut-être meilleur. C'est une belle phrase. C'est une belle phrase. Ouais. Bon, c'est la mienne. Et c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que ce qui est aussi très riche, c'est de te dire que, en fait, ce que ça te pousse à faire ce type de métier, c'est d'être buvard. Et d'accepter que les émotions que tu vis dans ta vie de tous les jours, c'est ça qui va te nourrir pour faire ton métier. C'est ça que je trouve magique, parce qu'en fait, on vit tous des émotions en tant qu'être humain. Ouais. Mais pour la plupart des métiers, en fait, tu t'en sers pas. C'est-à-dire que, voire même, parfois, ça lutte. C'est pour ça, je pense que chaque personne a sa place. Toutes les places sont bonnes. Après, il faut être la bonne personne à la bonne place. C'est l'objet de mon podcast. Mais dis donc, tu conclus super bien. Mais c'est incroyable, ça. Je trouve qu'il faut se donner le choix. Et pour se donner le choix d'exercer un métier qui nous convient, faut les connaître, quoi. Donc c'est pour ça que... Il faut se connaître aussi. Il faut se connaître. Il y a ça aussi, bien sûr, parce qu'on n'est pas des robots. Je pense que le fait de se connaître, de se poser les bonnes questions, de ne pas chercher à prouver à son père, sa mère, sa tante et son poisson rouge qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas. Il y a ça aussi, il y a tout ce travail. Moi, j'y suis arrivée... Pas évident, hein. Mais avec la maturité, puisque je suis rentrée dans ce métier à 42 ans, donc j'ai quand même beaucoup travaillé. Je suis passée dans les mains d'un psy, évidemment. Ça s'est pas fait tout seul, je l'avoue. Et ça m'a beaucoup aidé. Et voilà. Et je pense que... on n'a pas une vie, on a des vies, on a des tranches de vie. Je pense qu'il faut l'accepter, faut s'accepter comme on est. Tu me diras combien je te dois pour ma séance là aujourd'hui. Je fais ça relativement gratos. Tu sais qu'il y a un dernier truc sur lequel je t'avais demandé de travailler avant qu'on se voit, c'est de me lancer le défi de découvrir d'autres métiers. Oui, alors j'aimerais bien que... C'est pour ma fille. Très bien. Ma fille veut devenir première d'atelier dans une maison de haute couture. Oh, super. Donc, je voudrais que tu me trouves une première d'atelier dans une maison de haute couture. Bonne chance. Ouais, voilà, bon courage. Alors, il y a Amélie qui m'avait un peu lancé le même défi. Donc, vous vous retrouvez, donc c'est pas mal. Ok, mais il faut que je trouve. Je vais lancer un appel parce que je connais pas. Donc, il faut que... Moi non plus, je peux pas t'aider. Mais... Il n'y a pas de souci, c'est le principe, c'est le jeu. Mais en revanche, je suis vraiment très intéressée parce que ma fille veut devenir couturière, couturière styliste. Elle coud depuis qu'elle est toute petite, comme moi. Alors au début, elle est arrivée avec des chaussures en carton, donc je lui disais, écoute ma chérie, papa pourra pas mettre les chaussures pour aller au travail. Elle comprenait pas. Comme moi, mes poèmes, ma maman. Ouais. Mais va te brosser les dents, tu lui as dit, c'est ça ? Mais non, je lui ai pas dit de se brosser les dents parce que je trouvais que c'était un peu violent, mais j'aime quand même ma maman.
Et donc, et voilà. Donc, j'adorerais qu'elle y arrive. Je pense qu'elle a une vraie passion et un vrai don. Voilà. Super. Donc, Julie. Et un métier passionnant. J'imagine que c'est un métier de passion, parce que pour passer des heures comme ça dans les ateliers à essayer de confectionner des robes de haute couture qui sont des œuvres d'art, hein, c'est magnifique. Qui ont le prix des œuvres d'art aussi. Oui, mais en même temps, c'est tellement d'heures passées, avec tellement de savoir-faire, tellement de choses. Des matériaux aussi très nobles aussi. Voilà. Pour moi, ça vaut une peinture, une sculpture. Enfin voilà, c'est sûr que c'est porté, mais ça relève de l'œuvre d'art. Voilà. Très beau. Premier Merci pour ce défi. Voilà. Et le deuxième défi, j'aimerais bien, c'est un métier qui m'a... Vous la voyez pas, mais là, quand elle me regarde, elle se marre parce qu'elle sait que ça va être compliqué. C'est pas sympa. Non, c'est plus facile. J'aimerais bien que tu interviennes un pilote de ligne. Ah, pas mal. Voilà. Et si tu pouvais carrément taper dans l'avion de chasse... Alors, tu sais avec qui j'ai pris contact? Vas-y. Je t'ai devancé parce que j'ai vu un reportage sur la patrouille de France. Voilà. Tu sais, ceux qui font les... Voilà. Et je trouve ça fascinant. Moi aussi. Bon, je sais pas si c'est un reste de Top Gun, hein, j'en sais rien. Si, mais bien il sûr. doit y avoir un peu de ça. Tom Cruise, et quand Exactement. il veut. Il y a sûrement un peu de ça. Mais j'ai vu le reportage, je me suis dit, mais quand même, ces types-là, ils sont fascinants. Ouais. Parce qu'en plus, c'était rockstar. Hein, parce que quand là, je voyais le reportage, ils partaient en tournée aux États-Unis. Mais alors, ils étaient adulés, etc. Enfin, en plus, le côté un peu Frenchy, tu vois, ça plaisait pas mal. Non, mais très beau défi. Et super. Ah, c'est varié. Et puis alors, en plus, tu m'envoies vers des métiers ou des secteurs que j'ai pas du tout fait. Tu vois, enfin... Tant mieux. Voilà. C'est pas dans l'art, enfin si pour la couturière je trouve, mais pour le pilote on ouvre une autre porte. Voilà. Donc et ça m'intéresse parce que forcément si j'arrive à rencontrer cette personne, il est probable que lui me renvoie vers des gens qui vont et donc je vais aller tu vois petit à petit dans d'autres univers. Voilà. Donc c'est top. Voilà. Super. Merci beaucoup. Et de Sophie, rien, c'était un je t'ai pris plaisir. plus de temps que prévu. C'est pas grave, il y avait les chouquettes. Merci Julie. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura permis de rentrer dans l'univers très inspirant du métier qu'exerce Sophie. Vous retrouverez en commentaire les liens qui vous permettront de rentrer en contact ou suivre l'actualité de Sophie et notamment les dates de représentation de sa super pièce « L'odeur des azalées m'a subitement fait suffoquer ». Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et évidemment, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours super plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple. Il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur notre compte Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine.